Béatrice. Écoutez Béatrice, vous avez beaucoup de chance d'avoir Béatrice, une vraie ambassadrice de la Commission européenne qui est venue nous parler d'un sujet grave, un sujet qui nous concerne, une vraie crise qui dure maintenant depuis plus de 2 ans. Voilà, c'était la meilleure ambassadrice de la Commission européenne pour plusieurs raisons. D'abord une longue carrière à la DG ECO depuis 2011. Et surtout, 2001, pardon. Et surtout sur les dernières années, sur des terrains d'intervention où la problématique des dépassements de population était très présente, déjà en Afghanistan, mais surtout en Afrique de l'Est, donc avec à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, Dadaab et Kakuma, dans Dadaab, donc au Kenya, qui était le plus grand camp de réfugiés au monde, avec plus de 500 000. Je suis bien briefé parce qu'on travaillait dans la même unité pendant 3-4 ans. Donc Béatrice couvrait l'Est de l'Afrique, moi je couvrais l'Ouest de l'Afrique. Donc parfois on se travaillait pour récupérer le plus d'argent pour notre région. Mais surtout, on se retrouvait beaucoup, on a bien travaillé ensemble pour défendre les vraies valeurs, les principes humanitaires, mais surtout la réponse aux besoins dans nos régions perspectives, et donc guider la Commission européenne, la DG ECO, vers ces principes, vers le maintien de ces principes de base, qui est donc le respect des principes humanitaires, mais surtout la réponse aux besoins. On a beaucoup travaillé ensemble, donc c'est aussi pour ça que Béatrice est la meilleure ambassadrice de la Commission. Il n'y a pas beaucoup de gens à la Commission qui sont dans cette optique-là. Donc, je n'aurais pas dire ça, pardon. Non, il y en a beaucoup. Voilà, quoi dire d'autre. Donc Béatrice a été impliquée depuis maintenant 2 ans, donc le sommet de la Valette de l'année dernière, sur les questions plus précises des migrants. Et donc voilà, moi j'ai quitté maintenant il y a plus de 6 mois, mais depuis 6 mois, énormément de choses se sont passées au sein de la DG ECO pour vraiment créer des mécanismes de réponse spécifiques dédiés à cette crise majeure qui prend de plus en plus d'importance. Donc voilà, Béatrice va pouvoir rentrer à la fois au niveau des objectifs globaux, mais aussi des mécanismes. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et écoute. Et merci encore Béatrice d'être venue de très loin, Béatrice de Bruxelles. Je sais à quel point c'est loin. Et voilà, et je vous rejoins dès qu'on a fini. Nous sommes en bureau, en conseil d'administration, et dès que nous avons fini, nous vous rejoignons. Voilà, bonne soirée. Merci. Est-ce que c'est bon sans micro simplement déjà aussi? Ça va être dur de parler après tous ces mots, parce qu'après vous risquez d'être un peu déçus. Alors, c'est un sujet très vaste. Vous avez parlé de PowerPoint et tout ça, parce que moi-même ça m'a demandé pas mal de boulot, étant donné que ce n'est pas la crise dont je m'occupe tous les jours, comme disait Gilles, moi je suis la Corne de l'Afrique. Mais c'est un sujet, je pense qu'en tant que citoyen européen, en tant que personne qui travaille dans l'humanitaire, on ne peut pas passer à côté. Je pense que c'est une crise, la crise qu'on appelle soit migratoire, soit, moi je préfère la crise des réfugiés. C'est une crise qui met en danger l'Union européenne et ses valeurs, la solidarité entre les pays européens, mais surtout la solidarité vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis du monde. Donc, elle est en train de tester les limites du système, à la fois de l'Union européenne, mais alors dans l'humanitaire, le système des valeurs, est-ce que les principes sont toujours valables quand on est dans une crise politique, on va dire aussi, dans ce cas-là. Donc, je vais essayer, parce que je ne connais pas tout le niveau que vous avez de connaissances par rapport à l'Union européenne, à ECO en tant que bailleur. Donc, je pense d'abord vous dresser un tout petit peu d'où est-ce qu'on vient, pourquoi on est arrivé là et qu'est-ce qu'on a dû faire pour faire face à cette crise finalement qui n'était pas tellement attendue. Je ne pense pas qu'il y a 2 ans en arrière on aurait pu devoir parler de ce sujet-là. Alors, historiquement, donc ECO, qui est le service d'aide humanitaire de l'Union européenne, c'est un service qui existe depuis 1992, mais on a un règlement, donc véritablement un texte juridique depuis 1996. C'est très clair, c'est de l'humanitaire dans les pays tiers. L'Union européenne n'en fait pas partie. On a un budget spécifique pour les relations extérieures.
Donc, impossible d'utiliser de l'argent de l'humanitaire ailleurs qu'à l'extérieur de l'Union européenne. Pour vous donner un ordre d'idée, on gère depuis quelques années des budgets entre 800 millions d'euros et 1,3 milliard à la fin de l'année en fonction des crises qui ont lieu dans le monde. On représente 4%, toutes les relations extérieures, à savoir avec le développement aussi, on ne représente que 4% du budget de l'Union européenne. Hein, donc on n'est pas dans la politique agricole et les transports et les choses comme ça. Ça vous donne déjà un petit peu une perspective. C'est le traité de Lisbonne seulement, donc très tard, je crois que c'est Lisbonne, c'est 2008, qui a reconnu l'aide humanitaire comme une politique de l'aide de l'Union européenne. Alors pas politique dans le sens péjoratif, dans le sens que l'Union européenne a voulu se doter véritablement d'un instrument pour faire de l'humanitaire. On a une compétence, comme on appelle, partagée avec les États membres. Donc chaque État membre a une politique d'aide humanitaire, et nous on a une politique d'aide humanitaire, et on se parle et on se coordonne. Mais on n'a pas de droit de regard véritablement vis-à-vis de ce que les États membres font. Et les États membres, on les consulte, mais ils ne nous disent pas non plus ce que l'on doit faire. Donc, tout le monde, on peut travailler sur l'humanitaire au niveau de l'Union européenne. Dans le traité de Lisbonne, malheureusement, il y a un des principes humanitaires qui n'a pas été écrit, c'est celui de l'indépendance. Par contre, les autres, la neutralité, impartialité ont été reconnus. Et ils n'ont pas vraiment parlé d'humanité, ils ont parlé de non-discrimination. À la limite, c'est pas plus mal, parce que l'humanité, c'est un peu de toute façon générale. Mais c'est juste pour noter quand même que l'indépendance ne fait pas partie du traité. Par contre, nous, on a fait un texte très rapidement qui s'appelle le consensus sur l'aide humanitaire, où il est très clairement dit que l'Union européenne ne peut faire de l'aide humanitaire qu'en respectant tous les principes, dont celui de l'indépendance. Donc là, c'est ce qu'on avait pour travailler à l'extérieur de l'Union européenne. ECHO, la Commission européenne, a récupéré en 2010 la protection civile de l'Union européenne. Alors, c'était des gens qu'on commençait à voir, hein, c'est les pompiers, on commençait à les trouver sur le terrain. On arrivait et on voyait qu'il y avait la protection civile française qui arrivait, il y avait notamment en cas de tremblement de terre, hein, les gens qui venaient retirer les gens des décombres, donc il y avait des équipes européennes qui se déplaçaient. Ça commençait à être un peu gênant parce qu'en fait, du coup, comme on n'avait absolument pas l'habitude de travailler avec eux, on avait un peu tendance quelquefois à se marcher sur les pieds et à ne pas trop savoir qui faisait quoi. La protection civile, les gens de la protection civile n'étaient absolument pas formés pour l'humanitaire. Donc, ils arrivaient quelquefois, et c'est avec beaucoup de bonne volonté, je ne mets pas du tout ça en cause, mais ils arrivaient, ils ne parlaient pas la langue, ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient dans un pays musulman et qu'il y avait des choses qui ne se faisaient pas. Donc, voilà, le fait de regrouper les deux services, l'humanitaire et la protection civile, a permis de faire un petit peu des passerelles. Alors, la protection civile, quel était l'intérêt? C'est que, bon, elle avait été créée pour l'Union européenne. Donc, elle avait été créée pour, s'il y a des désastres dans l'Union européenne, pour pouvoir se coordonner. Ce n'est absolument pas une compétence de l'Union européenne, c'est chaque État membre qui décide de ce qu'il peut faire. Alors, on parle des feux de forêt en Grèce, des inondations en Allemagne, et c'est la solidarité entre les États membres. Un État membre dit, voilà, moi j'ai un problème, les autres États membres disent, ben, moi je peux vous fournir ça. Et l'Union européenne fait que la coordination. Voilà, ça c'est tous les deux instruments qui existaient. Et puis, bien entendu, puisqu'on va parler d'immigrants, il y avait une très très forte politique en termes de migration et de droit d'asile en Europe. On en pense qu'on en veut, mais elle existait. C'était un énorme service. Ces gens-là étaient normalement concentrés sur les pays membres. Et d'un seul coup, on s'est mis aussi à les retrouver sur le terrain. Moi, d'un seul coup, dans la Corne de l'Afrique, j'ai des collègues qui m'ont dit « Oui, mon directeur se déplace, est-ce que tu peux lui organiser une visite dans les camps de réfugiés érythréens en Éthiopie ?» Oui, pour faire quoi? C'est là qu'a commencé un petit peu cette vision de... on a du mal à gérer la politique migratoire en Europe. Hein. Essayons un peu de voir quand même comment on pourrait faire en sorte que ces gens-là ne se déplacent pas trop vers nous. Je n'ai pas de jugement de valeur, je ne suis pas censée en avoir, mais c'est un petit peu les prémices hein, de ce genre de discussion, en disant mais finalement, si le développement marchait, à savoir que les gens pourraient trouver des opportunités, notamment économiques, sur place, ils n'auraient normalement pas besoin de se déplacer. Alors là, je voudrais faire une petite parenthèse, parce que la sémantique, quelquefois, c'est important, mais dans ce cas-là, pour ECHO, c'était très important. Nous, on a toujours fait la différence entre un migrant, que l'on considérait comme étant se déplacer pour des raisons économiques, donc essentiellement liées, on va dire, à la pauvreté, dont la caractéristique était quand même souvent des hommes seuls et éventuellement des mineurs, avec ce que nous, on appelait des déplacés forcés, à savoir les réfugiés ou les déplacés internes qui se déplaçaient parce qu'ils fuyaient
fuyaient la persécution, où ils risquaient pour leur vie, soit suite à un conflit, soit aussi face à des catastrophes naturelles, ou quelquefois à un mélange des deux. Donc pour nous, c'était très clair qu'un réfugié et un déplacé interne, c'était une catégorie, que les migrants en étaient une autre. Il faut savoir que c'est de la sémantique parce que, par exemple, l'IOM utilise le mot migration pour tout, que les grands spécialistes de la migration américains, par exemple, parlent de migration internationale aussi pour les réfugiés. C'était un petit peu une bataille, mais nous, à ECHO, on insistait pour faire cette différence en disant, voilà, vous ne pouvez pas traiter de la même manière les gens qui se déplacent pour des raisons économiques et des gens qui se déplacent parce qu'ils fuient la persécution. Même si, bien entendu, fuir la pauvreté, ce n'est pas toujours un choix, c'est bien clair. Hein, donc il y avait cette réflexion interne à ECHO depuis 2-3 ans, en disant, mince, on parle de plus en plus des migrants. Et on ne parlait pas du tout des migrants en Europe à l'époque. Moi, travaillant sur la Corne, mes collègues basés sur le terrain me disaient, oui, mais quand même, on a, nous, dans la Corne de l'Afrique, il y a un centre de mouvement de population, sachant que les Africains, notamment, parce que là on parlait de l'Afrique, à 90% se déplacent en interne à l'Afrique, donc ils vont vers le sud en général, ou vers les pays arabes, hein, donc Yémen, Arabie Saoudite, la péninsule. Ils vont là-bas, ils vont travailler, ils se font déporter, puis 5 mois plus tard ils repassent et puis ils reviennent. Donc on parlait de ces mouvements-là et on se disait, mais est-ce que nous on a le droit est-ce que dans notre règlement, est-ce qu'on peut travailler avec les migrants? Est-ce qu'on peut fournir de l'aide humanitaire aux migrants? Et donc on s'est un peu penché sur la question en disant, mais qui nous l'a interdit? On a dit qu'on était basé sur les besoins, pas sur le statut. Donc à la limite on s'en moque de la personne, si elle est un migrant, un réfugié, la population locale. Si elle a un besoin humanitaire, on doit pouvoir l'aider. Et bien sûr, c'est là qu'on a eu les premières grosses crises, avec la crise Libye notamment. Hein. Vous vous rappelez qu'il y a eu énormément de ce qu'on appelait les... Je ne sais pas comment on dit en français, donc les étrangers qui travaillent dans ce pays, qui ont été finalement évacués, pas toujours d'ailleurs au grand plaisir des États dont ils venaient. Je me souviens quand ils ont rapatrié les Bangladeshis et les Pakistanais chez eux, ils n'étaient absolument pas attendus du tout. Voilà, ça créait à nouveau un poids sur l'économie locale. Ça a été un peu les premières opérations où on a un peu tâtonné. Je pense qu'on n'a pas fait que des bonnes choses d'ailleurs à ECHO là-dedans. Mais par contre, effectivement, on s'est rendu compte que notamment tous ces migrants, alors par exemple en Afrique, ils traversaient un nombre incalculable de pays dans des conditions atroces, avec des mineurs non accompagnés qui avaient des besoins vraiment accrus de protection ou de soins psychosociaux, de santé, n'importe. Oui, pourquoi ne pas les aider? La barrière était les centres de détention. C'était non. On ne va pas rentrer dans un système où un État a décidé de fermer les gens et on ne sait même pas ce qui s'y passe, et être quelque part un complice, sans savoir, en intervenant dans ces centres. Donc là, c'était un petit peu la barrière. Donc ça, c'est un petit peu l'historique. Et puis est arrivé, alors je ne parle pas de la crise syrienne en tant que telle, parce que la crise syrienne, elle date de 5 ans, mais effectivement, ce mouvement de population essentiellement lié à la crise syrienne, sans parler bien entendu, je pense que ça c'est le déclencheur, c'est les morts dans la Méditerranée. Personne ne s'est intéressé aux migrants venant de la Syrie dans un premier temps, parce qu'ils ne mouraient pas. Ils passaient par la terre. Donc, ce n'étaient pas ceux qu'on voyait dans les bateaux qui s'effondraient et tout ça. Et donc, là, cette crise dans la Méditerranée a vraiment été le point de réveil, notamment même pour les politiques, on va dire, dans l'Union européenne. Gilles mentionnait le sommet de la Valette. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être la représentante d'ECHO pour suivre tout le processus de négociation avec les États africains sur qu'est-ce qu'on allait mettre dans cet accord. Il était très clair que pour les États africains comme pour les États européens, la migration que l'on appelle irrégulière, pas illégale, il n'y a pas de migration illégale, la migration irrégulière était un fardeau pour les pays qui, d'abord, pour les pays africains qui perdaient souvent en plus la plupart de leurs forces vives et compagnie. Le risque de mourir était trop important, avec aucune réponse finalement véritablement apportée. Et puis cette arrivée massive dans certains pays de l'Union européenne, bien sûr, comme on a tous entendu, bien sûr, Lampedusa pour l'Italie, ce n'était pas gérable pour un ou deux États membres à gérer. Donc il y a eu cette volonté de dialoguer avec les Africains. Pourquoi on a fait ce sommet de la Valette avec les Africains et pas d'ailleurs sur la crise syrienne? Parce qu'on avait des interlocuteurs avec qui vous parlez en Syrie. Quels sont les gouvernements reconnus, pas reconnus, les groupes rebelles, pas rebelles, vous parlez avec Daesh, enfin, je veux dire. Donc avec les pays africains,
on aime ou on n'aime pas les régimes politiques en Afrique, mais en tout cas, on a des partenaires, il y a des chefs d'État qui se sont engagés et il y a eu un dialogue et la bataille, soyons bien clairs, elle a été très très claire. Les États européens voulaient qu'on négocie le droit de ce qu'on appelle de réadmission, à savoir que tous les migrants irréguliers en Europe puissent être renvoyés dans les pays d'Afrique. Ça, c'était le cheval de bataille des Européens. Et le cheval de bataille des États africains, c'était il faut augmenter les canaux de migration légale dans ce cas-là, à savoir nous donner plus de visas, nous permettre de venir, parce que vous venez chez nous, vous venez en vacances, c'est tout ça, mais nous, pour obtenir un visa, zéro, et donc même avec des sections, genre visa pour les étudiants et des choses comme ça. Donc là, c'était les deux gros chevaux de bataille. Bon, finalement, comme toujours dans ce genre de choses, on arrive à un espèce de compromis et chacun repart content avec le truc qu'il a gagné. Quand on les met les deux ensemble, ils se contredisent, mais voilà. Mais sur ce, il y a eu véritablement cet afflux de Syriens. Alors, comme on a commencé par les Balkans, hein, la fameuse route des Balkans, on était encore avec nos instruments traditionnels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ECHO? Les pays qui n'étaient pas membres de l'Union européenne, on prend par exemple la Serbie, la Macédoine, on a décidé de leur apporter de l'aide humanitaire, parce qu'ils ne faisaient pas partie de l'Union européenne, donc ils avaient le droit de bénéficier de l'aide humanitaire. Donc ECHO a fourni de l'aide humanitaire dans ces pays-là, dans un premier temps. Et pour tous les autres pays, qui étaient quand même majoritaires, et en particulier bien sûr la Grèce, aucun moyen de faire de l'aide humanitaire. Alors on disait, on peut faire la protection civile, mais la protection civile, c'est un mécanisme de solidarité. D'abord, il faut que l'État le demande. La Grèce ne l'a jamais demandé. Et pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas de réponse positive. Ou alors, si pour la donner du temps, voilà, il faut aussi que la réponse soit appropriée par rapport à la demande, sinon c'est ridicule. Donc, quelque part, on s'est retrouvé sans instrument véritablement efficace. Alors, bien sûr, je vous disais, le budget des relations extérieures de l'Union européenne, c'est 4%. Donc, on peut dire, et les 96 autres pourcents, pourquoi ils n'ont pas été un peu consacrés? Alors, bien sûr, tout le monde a entendu parler de l'argent qui a été donné pour la crise économique en Grèce, mais ça ne touchait pas à la crise des migrants. Donc, devant l'échec, quelque part, devant l'échec de ce qui pouvait être mis en place, et ce sentiment de plus en plus d'injustice, et ça, je peux vous dire, parce que ECHO, on n'est pas très très nombreux, maintenant on doit être 400 personnes au siège, tout le monde avait ce sentiment, mais mince, alors, effectivement, parce qu'on est dans l'Union européenne, il y a des besoins humanitaires, on ne peut pas intervenir. Quelle est la logique par rapport à la Serbie, la Macédoine? Et là, bien entendu, il faut reconnaître le rôle notamment joué par les ONG, parce que c'est quand même beaucoup les ONG aussi qui ont un peu crié au loup. Moi, au début, quand je rencontrais les ONG type Médecins sans frontières pour parler de ce qu'ils faisaient en Grèce, on était complètement impuissants. Donc, on échangeait des informations, on essayait de les aiguiller en disant allez peut-être vers tel service, eux, ils ont de l'argent. Mais ça a été très rapide que, en fait, l'argent était là. Ce n'était pas un problème d'argent. Ce n'était pas un problème de ne pas avoir d'instruments qui pouvaient répondre, parce qu'il y a, en fait, dans la politique d'asile et de migration européenne, il y a ce que l'on appelle des fonds d'assistance urgente. Et les procédures pour y accéder, vous avez le temps de mourir 50 fois. Donc, quelque part, c'est ce qui a forcé le Conseil européen. Donc, quand on parle du Conseil européen, on parle de tous les chefs d'État qui se sont réunis et qui ont demandé, le 18 février donc de cette année, donc c'est pas il y a si longtemps que ça, qui ont demandé la création d'un instrument pour répondre aux besoins humanitaires en Europe, du type ECHO. Ils ont donné très clairement, ils ont dit voilà, nous on veut les procédures, on veut les principes sur lesquels travaille ECHO, mais appliqués à l'Union européenne. Alors, à nouveau, on revient à la sémantique. Donc, on a maintenant un règlement, donc on a une base juridique pour cette aide en Europe, qui a été adoptée, je pense, dans des temps records. Jamais je n'ai vu un texte législatif adopté en 15 jours, ça je pense, ce qui montre bien que quand il y a une volonté politique, ça passe très très vite. Les procédures, les machins, ça, on n'a pas trop vu. C'était une demande des États membres, de tous les États membres. C'était une volonté politique du président de la Commission européenne, M. Juncker. C'est allé très très vite. Alors, juste pour le mentionner, parce que je trouve que c'est important,
Et pour ceux qui ont assisté tout à l'heure avec Laurent de Médecins du Monde sur les financements privés, ce que j'ai retenu une chose qu'il a dit, c'est avec l'Union européenne, on a des textes. Alors après, on peut discuter de leur application, mais les textes pour moi sont importants. J'ai une formation juridique, donc c'est pas moi qui vous dis que les textes sont pas importants. Si vous prenez, si vous avez la curiosité de lire le règlement qui met en place ce que l'on n'appelle pas l'aide humanitaire en Europe, c'est l'assistance d'urgence. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'aide humanitaire a été reconnue dans les traités européens par le traité de Lisbonne, s'applique uniquement à l'extérieur de l'Europe. Donc on ne pouvait pas l'appeler pareil. Donc on l'a appelé aide d'urgence, assistance d'urgence. Le texte, franchement, il est fantastique. Il protège tout. C'est carrément un copier-coller, mais en amélioré de notre règlement pour l'extérieur, parce qu'il a été écrit en 1996, donc entre-temps il y a eu des choses qui se sont passées. Il reconnaît que toutes les actions d'aide humanitaire doivent être faites en respectant les 4 principes humanitaires, donc ça c'est très important. Il indique que pour mettre en œuvre cette aide humanitaire dans les pays de l'Union européenne, on doit passer par les partenaires avec lesquels ECHO a signé un contrat cadre de partenariat. Donc là, on parle des ONG européennes, on parle des Nations Unies et on parle du mouvement de la Croix-Rouge et des agences spécialisées des États membres. Mais ça, c'est pas une nouveauté, on a ça aussi pour l'aide humanitaire dans les autres pays. Il y a très peu d'États membres pour les agences spécialisées, donc voilà. Ils peuvent devenir aussi partenaires d'ECHO. Donc on est vraiment dans le même moule, hein, à savoir pas d'aide directe aux États. Par contre, bien entendu, on ne va pas faire de l'aide humanitaire en Europe, sachant tout l'argent qu'il y a autour, juste pour le plaisir, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut que l'État soit dépassé complètement, donc c'était le cas de la Grèce. Et étant donné qu'on voulait aller très vite, et que malheureusement il y a une administration et que bon, on a des procédures très lourdes, il fallait qu'on trouve une base juridique pour écrire ce traité, ce règlement. Et on a trouvé une base juridique qui indique que c'est une catastrophe qui a des répercussions économiques. Alors on peut tirer tout par les cheveux, on pourrait dire qu'effectivement la crise des migrants en Grèce aggrave la situation économique en Grèce qui n'était déjà pas brillante. Et donc c'est comme ça qu'on a pu faire passer ce texte. Alors ce qui est beau dans ce texte aussi, à nouveau je trouve que quand on lit juste le texte, on ne regarde pas ce qui est fait, il n'a pas de durée de vie, donc il a été écrit et il pourra servir pour n'importe quel autre type de crise en Europe qui a des conséquences humanitaires, pas seulement des crises migratoires. La seule chose, c'est qu'il doit être activé à la demande de l'État membre, donc c'est pas nous, on n'a pas de droit d'initiative, on va dire, pour dire nous estimons qu'il y a un problème humanitaire dans ce pays-là, on va y aller. Il doit intervenir quand tous les autres instruments n'ont pas été utilisés. À nouveau, c'est aussi une question d'argent. Alors, dans la presse, on a dit, pour la Grèce, il va y avoir 700 millions d'euros pour la crise en Grèce. Alors ça, c'est des annonces politiques. Dans les faits, c'est l'estimation qui a été faite par ECHO à l'époque de, voilà, si le flux migratoire continuait, c'est ce qu'on aurait besoin. Pour le moment, dans les faits, on a reçu 100 millions d'euros, donc 83 millions ont été contractés en 15 jours, essentiellement avec les agences des Nations Unies et des ONG, et qui sont mis en œuvre. Et on va attendre de voir, c'est basé, donc c'est pareil, proposition des partenaires, analyse. Alors on avait un petit couac parce qu'on n'était pas présent dans l'Union européenne. Donc nous, quand on travaille, on a des experts sur le terrain qui nous conseillent. Alors on a déjà, parmi nos experts sur le terrain, on en a environ 140 déjà, on a cherché les Grecs. On n'avait pas des tonnes, on en a vite identifié 2 ou 3. On a envoyé en mission en Grèce pour le moment, jusqu'à ce qu'on trouve une solution juridique un peu meilleure, parce que nous, on ne peut pas envoyer, à nouveau, on paye nos experts sur les budgets de l'aide humanitaire, donc on ne peut pas les envoyer en Europe, normalement. Donc pour l'instant, ils y ont été, les commissions grecques, et bien sûr, la relation avec les autorités est très très importante. Je vous ai dit, on ne donne pas de l'argent à la Grèce directement, mais on est dans un État membre. On ne va pas faire quelque chose qui ne leur plaît absolument pas. Il y a quand même un petit peu plus de diplomatie à faire, et voilà, de les informer, de leur dire voilà, on va faire ça, est-ce que vous êtes d'accord? Ils ne vont pas ne pas être d'accord de toute façon. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Les ONG locales grecques pourraient devenir, enfin les ONG locales, les ONG grecques pourraient devenir partenaires d'ECHO, si elles en font la demande. Mais bon, on a très peu d'ONG grecques dans notre système de partenariat.
au fil des années. Et pour aller plus vite, parce que normalement pour devenir partenaire d'ECHO, il faut bien 2 à 6 mois minimum, on leur a dit mettez-vous avec les ONG qui sont présentes, avec les Nations Unies, et faites la mise en œuvre ensemble. Et ce qui a été fait. On ne travaille qu'en Grèce pour le moment. On pourrait dire oui, mais pourquoi pas en Italie, par exemple. D'abord, l'Italie n'en a pas fait la demande. Donc déjà, c'est une bonne raison. Et en plus, bon, à nouveau, après, il faut qu'on regarde le nombre de bénéficiaires. On parle de 54 000 réfugiés pour le moment en Grèce. J'ose même pas faire les comparaisons avec les régions dont je m'occupe, où on parle de 500 000, 1 million de réfugiés et tout ça. On n'a pas les mêmes montants d'amour. Mais voilà, on est aussi en Europe, donc bien entendu tout coûte un peu plus cher. Donc voilà, on va dire que c'est comme ça. Ce qui est important bien sûr, c'est que cet argent-là, de toute façon, n'a pas été pris à l'humanitaire extérieur. Donc ça, on n'a pas fait passer, pas les vases communicants. Pour l'instant, cet argent nous a été donné par les services qui s'occupent de la migration et de l'asile. Parce qu'ils les avaient, mais les procédures étaient trop lourdes, donc ils nous les ont transférées. Après, on va voir dans les années qui viennent si on obtient ce qui va se passer. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a certaines choses que l'on ne peut pas faire. Mais avant ça, je dois vous parler bien entendu de ce qu'on parle beaucoup pour le moment, la facilité turque. Donc, vous avez dû entendre que la Turquie s'est débrouillée comme un chef pour négocier avec l'Union européenne, ce qui n'est pas non plus, ce qui n'est pas étonnant. Il faut bien savoir que la Turquie a demandé son adhésion à l'Union européenne en 1961, qui n'a pas été rejetée. Simplement, ils ne répondent pas aux critères, simplement, notamment vis-à-vis des droits de l'homme. Mais c'est une candidature ouverte. Il faut savoir que la Turquie a fait des efforts énormes en termes de législatifs pour se rapprocher des standards de l'Union européenne. Donc ils sont dans une position de force. Et pourquoi? Parce qu'ils accueillent aussi 3 millions de réfugiés syriens depuis 4-5 ans. Donc ça fait partie des pays qui ont un poids énorme en termes de réfugiés syriens. Il faut savoir que la plupart de ces réfugiés ne sont pas dans des camps, mais sont donc intégrés dans la population locale. Et bien entendu, les arrivées sur la Grèce arrivent de Turquie. Donc bien entendu, d'où cette focalisation sur la Turquie. Donc, on a négocié ce qu'on a appelé la facilité Turquie. Et alors là, il faut bien ne pas confondre. La facilité Turquie, c'est un accord politique général entre l'Union européenne et la Turquie qui a un volet humanitaire. Mais bien entendu qu'il y a beaucoup d'autres volets. Les volets humanitaires sont très clairs. Il y en a 3. On doit, à partir du moment où ça a été signé, c'est environ le 18 mars, c'est la déclaration du 18 mars, vous devez peut-être savoir que donc, le 18 mars, il y a eu cette déclaration politique. À partir du 20 mars, tous les migrants irréguliers qui arrivaient sur le territoire grec pouvaient être renvoyés en Turquie. Irréguliers. À savoir qu'ils ne faisaient pas de demande de droit d'asile, ne pas confondre. Donc, depuis qu'il y a eu ça, les 3 engagements pour l'humanitaire, c'est l'augmentation, entre guillemets, la poursuite et l'augmentation de l'aide humanitaire fournie en Turquie pour les réfugiés syriens. Donc ça, c'est ce qui a été fait en premier pour le moment. Et cette année, ECHO, je crois, un budget de 165 millions d'euros pour la Turquie, ce qui est assez énorme, je dois dire. On doit travailler à la mise en place d'une espèce de carte électronique qui va servir à plusieurs choses. Donc c'est les nouvelles modalités humanitaires maintenant. Savoir qu'au lieu de donner de la nourriture, même de donner du cash, on donne une carte électronique qui permet d'acheter de la nourriture ou autre chose, des services et tout ça. Donc là, on doit travailler à la mise en place de ça. Ça, c'est le 2e volet. Et le 3e volet, c'est l'aide humanitaire un peu normale avec la protection essentiellement. Excusez-moi, sur le 2e volet, vous parlez de carte, c'est ECHO directement qui... Non, c'est mis en œuvre par les partenaires. Par les ONG? Oui, en général, ça dépend. Ça peut être à travers les Nations Unies aussi. Avec un budget alloué oui. À nouveau, au lieu de donner de l'argent pour qu'on achète de la nourriture ou qu'on donne de l'argent pour donner du cash, on va donner ces cartes électroniques sur lesquelles il y aura de l'argent quelque part, mais qui permet
d'acheter un petit peu ce qu'on veut. Ça demande bien entendu une préparation, parce que si on a une carte et qu'on ne peut rien acheter, parce qu'il n'y a aucun vendeur autour qui est équipé, c'est comme si vous allez dans un magasin qui n'a pas la carte de crédit, vous ne pouvez rien acheter. C'est exactement la même chose. Ça demande des études de marché, parce qu'il n'est pas non plus question de faire exploser une économie locale. Si tout le monde se met à acheter un produit, ça va devenir trop cher. Donc voilà, il faut des gens sérieux. Mais ça, bon, il y a des ONG notamment qui sont très spécialisées dans ce genre de choses. Donc voilà, c'est ça qui est prévu. Alors, c'est pour ça que je vous disais ça, parce que on parle beaucoup de la facilité Turquie. Si vous lisez un peu les journaux, MSF vient de faire une lettre ouverte, notamment aussi aux institutions européennes et aux politiques européens. Alors, vous en inquiétez, vous êtes en train de vendre vos valeurs, vous renvoyez les gens en Turquie. Vous ne suivez pas vos obligations. Alors, ce qu'il est important de savoir pour ECHO, en tout cas pour l'humanitaire, c'est que nous ne pouvons pas participer à tout ce qui est retour des gens, tout ce qui est ce qu'on appelle, comment on dit le resettlement en français, réinstallation dans les pays de l'Union européenne. Donc tout ce qui est basé autour de ça, la relocalisation des gens, si on les transfère d'un endroit à l'autre, ça l'argent d'ECHO ne peut pas être utilisé pour ça. Il y a suffisamment d'autres argent pour le faire. On s'est posé la question des... Vous avez peut-être entendu parler qu'à un moment les Grecs ont fermé les centres de détention, ont fermé les centres d'accueil, donc on a commencé à parler de centres de détention. Donc nous, ça nous a rappelé les discussions qu'on avait sur les centres de détention en Libye. Qu'est-ce qu'on fait? On intervient ou on n'intervient pas? Si on intervient à l'intérieur, est-ce qu'on est complice de la détention ou pas? La ligne a été très claire. S'il y a des besoins humanitaires, on répond à ça. Mais on essaie dans la mesure du possible de ne pas participer à la pérennisation de l'installation, de ne pas financer des choses qui vont être durables, structurelles. Mais s'il y a un besoin, ce n'est pas parce que la personne est de l'autre côté du mur qu'on ne peut pas y répondre. Jusqu'à présent, ce n'est pas véritablement là qu'on est intervenu. Je crois que les Grecs ne sont pas revenus entièrement là-dessus, mais bon, il va y avoir un délai, je crois que c'est après 25 jours que les gens vont pouvoir sortir si leur procédure d'asile n'a pas encore été faite. Vous avez dû entendre parler, et ça c'est dans la procédure du retour, donc ce qu'on dit, on a un migrant contre un réfugié en gros. Donc un migrant irrégulier arrive en Grèce, il est renvoyé, et en échange, il y a un Syrien qui va pouvoir aller en Europe, dans un cadre régulier. Alors, à nouveau, c'est ça, c'est pas un Syrien réfugié qui arrive en Grèce qu'on renvoie pour en prendre un autre. C'est un migrant irrégulier, on échange contre un Syrien régulier. Donc tout ça, bien sûr, ça a apporté beaucoup au débat. Pour le moment, mais je pense qu'il n'y a pas assez de recul, les chiffres montrent, pour le moment, depuis que la mesure est en place, c'est qu'il y a eu moins d'arrivées irrégulières. Mais alors, est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est lié... bon, parce que tout l'objectif, c'est bien sûr de lutter contre la migration irrégulière et notamment les trafics. Donc, pour l'instant, les chiffres montrent qu'il y a une baisse, mais bon, est-ce que c'est lié à ça? Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Une des conséquences négatives de l'accord Turquie a été quand même le blocage des frontières par beaucoup d'États. Vous avez entendu bien sûr de la Hongrie en premier, et puis de l'Autriche. Et puis, si vous avez circulé en Europe, il y avait le fameux espace Schengen qui nous permettait quand même de passer d'un État à l'autre sans véritablement être embêté, à part quand on allait au Royaume-Uni. Ça a été complètement remis en cause. Il y a eu des mesures temporaires pour stopper les accords de Schengen. Rajouter à ça les actes terroristes, notamment en France et en Belgique. Bon, ça a rajouté une couche supplémentaire pour rétablir les contrôles aux frontières. Alors là, on entre dans le domaine des États membres. Donc moi, je ne peux pas, en tant que fonctionnaire de l'Union européenne, critiquer les États membres en tant que tels. Il est clair que la Commission européenne suit ça de très très près. Ça, il faut, au très haut niveau, il y a des lettres qui sont écrites, bien entendu, entre le président Juncker, le président du Parlement européen et les chefs d'État concernés pour leur rappeler leurs obligations. D'autant plus que l'objectif de l'Union européenne, c'est de rétablir l'espace Schengen pour la fin de l'année, donc de faire en sorte que... Donc, pour l'instant, ce sont des mesures provisoires qui vont devoir être un petit peu analysées, et si la Commission estime que ce sont des abus, il y aura des mesures. Après, on est dans un climat
Vous avez bien vu que dans beaucoup de nos États membres, les dernières élections ont été quand même relativement, on va dire, vers l'extrême droite. Donc on est dans un climat quand même aussi de suspicion vis-à-vis de l'étranger. Alors en plus, l'étranger qui vient de Syrie, on rajoute une couche. Donc on n'est pas dans des climats très favorables. Donc c'est extrêmement difficile aussi, même pour l'Union européenne. Je vous parlais au début, je vous disais qu'on est dans une crise en quelque part de l'Union européenne aussi. C'est extrêmement difficile d'aller à l'encontre de certaines mesures qui sont prises par les États membres, parce que certains de ces politiciens ont été élus sur des propositions très vraiment, on va dire, racistes et compagnie. Donc, ils ont une obligation aussi vis-à-vis de leurs électeurs de mettre en place des mesures qui se voient. Donc, ils ne sont pas forcément, bien entendu, je dirais même légales d'un point de vue de l'Union européenne. Mais c'est la situation dans laquelle on est. Et voilà. On a très peu de recul pour le moment. Je pense qu'il faut un petit peu voir. Moi, la seule conclusion que j'en retire pour le moment, parce qu'à nouveau, je vous disais, ça teste un peu les limites du système, mais ça nous teste nous. Enfin, moi, j'ai 15 ans à ECHO, on m'aurait dit on va faire de l'humanitaire en Europe, j'aurais hurlé en disant mais jamais, voilà, il ne faut pas le faire. Voilà, on est tous à nouveau, on est amenés à évoluer, je trouve que ce qui est bien aussi, on évolue, donc il faut aussi évoluer avec et ne pas, au contraire, trouver les instruments qui sont appropriés. On est dans un cadre très politique, c'est très clair, mais comme je vous disais, les textes, pour le moment, les textes sont vraiment très bons. Là, je dois connaître les 2 ou 3 personnes à ECHO qui ont écrit ce texte juridique, franchement, ils n'ont rien oublié, toutes les garanties sont là. Alors quelquefois, il faut laisser un peu le temps au temps. Quand on est dans une crise très politique, sur le moment, il faut faire voir qu'on fait des choses, il faut montrer. Quand ça se sera un petit peu tassé, je pense qu'on peut revenir à des choses un petit peu plus raisonnables. Ça, c'est le côté, on va dire, positif de la chose. Le côté négatif, pour le moment, c'est que nous qui travaillons alors sur les crises à l'extérieur, on parle de plaidoyer, de choses comme ça. Alors moi, je peux vous dire que la semaine dernière, j'ai passé une semaine, parce que justement, Gilles, tu mentionnais Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde. Les Kenyans ont décidé cette fois qu'ils allaient le fermer. Et donc, on est là, l'Union européenne, et on leur dit quoi? Ils nous regardent, ils nous disent c'est à nous que vous allez dire qu'il faut qu'on garde les réfugiés syriens? Vous en faites quoi, vous? Donc, au niveau plaidoyer, on est un petit peu, c'est plus difficile, on va dire. Il faut trouver d'autres moyens. Mais donc, c'est aussi ça qui est très important par rapport à l'instrument qui a été mis en place pour l'Europe. Le bon réflexe qui a été fait à ECHO, enfin, en tout cas je trouve, c'est que on a pour les gens qui gèrent cet instrument pour le moment, sont des gens qui ont été pris en fait chez les opérationnels qui s'occupaient de l'aide humanitaire à l'étranger. Et donc ils ont pris les ressources, donc on se retrouve avec moins de gens pour l'instant, ça va changer à un moment. Ce qui est très bien, c'est que justement l'idée c'est de ne pas créer des précédents en Europe qu'après en fait on ne met jamais en place ailleurs. À nouveau on travaille avec les mêmes partenaires, donc si NDM demain travaille en Grèce, on nous permet de faire quelque chose, et puis moi en Somalie je leur dis non désolé mais ça jamais. Ils vont dire mais vous n'êtes pas consistant. Allez, écoute, vous le permettez à Grèce parce qu'il y a plus d'argent, parce que là, et vous ne le permettez pas. Donc c'est bien d'avoir les gens qui gèrent la crise en Europe pour le moment, qui sont des gens qui ont géré aussi l'étranger, on va dire. Et puis on va voir avec le temps ce qui va se passer. Si peut-être cet instrument ne sera pas utilisé énormément dans le futur, mais au moins il existe. Il a le mérite d'exister. Et voilà. Je vais arrêter là de toute façon parce que l'idée ce serait justement si vous avez le débat, parce que vous pouvez bien sûr me challenger. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas mon dossier. Alors quand on m'a demandé de faire ce sujet-là, j'ai dû contacter mes collègues qui suivent le dossier Turquie, le dossier Syrie et le dossier européen. Dans un premier temps, on m'a dit si tu veux, on envoie quelqu'un. Je dis non, le but c'est que je me déplace, que je puisse faire quelque chose. Mais je vous promets, je ne vais pas répondre si je ne sais pas la réponse. Et on m'a dit, rappelle-toi que tu travailles pour l'Union européenne. Je vous dis, je ne m'empêche pas, je vais dans ma tête. Je n'empêche pas que je ne peux pas avoir la langue de bois, ça c'est très difficile. Mais voilà, vous pouvez bien entendu, on peut défier tout ça, tout ce qui a été dit. Je ne sais pas comment vous gérez pour les questions, parce que je crois que j'aurais besoin d'aide pour ne pas oublier quelqu'un. Du coup, est-ce
qu'il y aura une structure qui va être créée pour mettre en œuvre cet instrument comme... Alors, en interne, pour le moment, donc, il n'y a pas de nouvelle structure qui va être mise en place, donc ça va être géré par ECHO. Ce qui a été mis en place en octobre-novembre, c'est les nouveaux trucs à l'abri des task force. Donc, on a eu 3 personnes qui étaient à la tête, qui faisaient toutes les démarches un petit peu de négociation à droite et à gauche. Et on avait des points focaux dans chaque unité. Donc moi, j'en étais un, par exemple, dans mon unité. Maintenant, si le 25 mai, on a un nouvel organigramme qui est adopté et qu'on va complètement changer, il va y avoir une unité spéciale qui suivra l'Europe, et puis il y aura l'unité qui suit la crise Balkan, Turquie, et puis la crise syrienne sera ailleurs. Donc il n'y a pas de structure nouvelle. Par contre, ECHO a bénéficié cette année de personnel supplémentaire. Il y a eu un appel qui a été fait au sein de la Commission européenne, parce qu'on ne peut pas avoir de nouvelles personnes, on ne peut pas recruter de nouvelles personnes. Et il y a eu des redéploiements sur base volontaire. Donc on a eu 15 personnes supplémentaires il y a 4-5 mois. Et là, on va obtenir 15 personnes supplémentaires pour gérer. Donc ces gens n'iront pas forcément sur la crise Europe. Notre préférence est qu'ils aillent ailleurs où il y a plus de monde pour puisse les coacher. Notre gros souci va être le terrain. Comme je vous disais, on ne peut pas envoyer nos experts qui sont payés sur un budget humanitaire, on ne peut pas les envoyer en Europe. Donc là, on est en train de trouver des systèmes. Et c'est vrai que là, pour le coup, parler grec, en tout cas pour le moment, ça aide, on va dire. Donc il y aura peut-être plus d'appels pour les Grecs futurs, les ECHO. Attendez, je ne sais pas dans quel ordre. Les questions franches, je pense. Où est-ce qu'on peut trouver ce texte de référence? Peut-être je peux vous envoyer le lien parce que ça c'est un texte qu'on peut trouver partout, mais je conçois que quelquefois chercher un texte législatif c'est pas forcément une partie de plaisir, donc je peux vous envoyer le texte en PDF à Ala et voilà. Oui, je pense qu'il y être, mais moi-même j'ai du mal quelquefois à trouver il y être, voilà. Oui, il y avait aussi devant. Oui, vous avez souligné que l'Italie n'avait pas fait appel à l'assistance d'urgence. Est-ce que ça veut dire que quand on fait appel à l'assistance d'urgence, on est soumis à des conditions? Ou est-ce que ça veut dire que c'est un marqueur quelconque qui fait que... Voilà, qu'est-ce qui fait que quand on a des fonds disponibles, on ne fait pas appel? Enfin, si... disons que, alors, c'est pas faire appel à des fonds. À nouveau, tous les États européens, et bien entendu l'Italie, la Grèce, tous les pays ont reçu des budgets... On parle de 600 millions d'euros sur 3 ans pour tout ce qui est asile et migration. Donc ils ont, les budgets, ils les ont. Là, quand on parle d'assistance d'urgence, il faut accepter qu'on va avoir les ONG qui vont débarquer, les Nations Unies et tout ça. On n'est pas forcément à nouveau, la plupart des pays, et je dirais c'est même c'est pas un problème, c'est la même chose que l'on trouve d'ailleurs dans les pays tiers. Quelquefois, il faut accepter qu'on arrive des fois simplement avec un peu des gros sabots. Donc quand il n'y a pas trop d'interlocuteurs, ça va, mais quand il y a des interlocuteurs, voilà. Donc je pense qu'il y a quand même un côté de fierté, je pense. Je ne connais pas le cas de l'Italie en particulier. Je pense que l'Italie fait partie des pays qui sont très... Ils espèrent encore beaucoup qu'il va y avoir un système de solidarité au niveau européen, notamment pour relocaliser même la prise en charge du droit d'asile. Parce que pour le moment, je crois que ça s'appelle les accords, c'est le système de Dublin qui est en charge, qui est en place. Quelque part, en général, c'est le pays où arrive le migrant que se passe la procédure, la formalité. Le problème, c'est voilà, quand ils arrivent tous dans le même pays, il y a un problème. Et donc l'Italie avait demandé, ils ont demandé et réitèrent plusieurs fois sur leur demande, qu'il y ait un transfert de ces gens vers d'autres pays, ne serait-ce que pour la procédure. Quitte à que la personne soit refusée, et soit refoulée, on va dire quelque part. Mais voilà. Donc, voilà, peut-être qu'ils estiment qu'il y a des conséquences humanitaires aussi importantes qu'en Grèce. Ils sont quand même plus rodés, enfin je ne sais pas, peut-être que les gens qui ont travaillé sur place pourraient mieux le dire que moi, ils gèrent ça depuis beaucoup plus longtemps. Donc les uns, on en parle quand même depuis beaucoup plus longtemps qu'en Grèce, là où d'un seul coup, toutes les petites îles, plus tous les parties de frontières ont été prises de court. Il n'y avait aucune structure en place, il n'y avait absolument rien du tout. Oui, donc, juste préciser que c'est a eu 7 millions d'euros des 83, donc on est concerné directement. La question est en plus sur le processus que tu décris très rapide de lecture du texte.
de ce que tu sais, est-ce que, comme le processus est quand même à la fois rapide, mais en même temps c'est réglementé à l'Union européenne, par rapport aux États membres et au Parlement, qui a quand même un rôle assez non négligeable surtout sur une crise comme celle-là, quelle a été la réaction ou pas de réaction qui fait que c'est passé assez vite? Alors, au niveau des États membres, la demande politique vient des États membres. C'était à l'unanimité. Donc, le Conseil européen du mois de mars, c'est les 28 États membres qui ont demandé que soit mis en place un instrument pour l'Europe. Donc, la volonté politique, elle était là. On s'attendait éventuellement à des remarques à droite, à gauche, éventuellement des Grecs. Soyons bien clairs, les Grecs ne voulaient pas devenir le camp de réfugiés de l'Europe. C'était un peu ce qu'on entendait, en disant les autres États se débarrassent, on va donner de l'aide humanitaire à la Grèce, on est tranquille, nous, on ne va pas les avoir. Mais non, de ce côté-là, des États membres, il n'y a eu aucune réaction. Alors le Parlement européen, je pense que ça aurait pu être plus lésé dans l'histoire parce qu'il n'y a pas eu toutes ces procédures d'habitude, on a des délais d'un mois pour réagir et tout ça. Ceci étant, le Parlement européen et le président du Parlement étaient présents au moment des grands débats où il a été demandé cet instrument. Donc il n'y a pas eu non plus de réaction négative. Je vous disais tout à l'heure que l'instrument est prévu pour une durée indéterminée. Cependant, il y a une obligation que dans les 3 ans, il va y avoir une évaluation de toutes les actions qui ont été mises en place et il faudra présenter cette évaluation aux États membres et au Parlement européen qui pourront décider à ce moment-là si l'instrument est approprié ou s'il doit être révisé. Donc je pense que là, à nouveau, on est dans c'est là où le politique peut aider quelquefois, vu l'intérêt politique en général. Il n'y a pas eu d'obstacle majeur. Le fait, je pense aussi qu'il y a eu une référence directe à on veut un instrument éco et que l'instrument qui a été proposé est véritablement un instrument éco, vraiment avec toutes les garanties en termes de principe et tout ça, je pense que ça a aussi aidé. Il n'y a pas, à nouveau, moi je les relis, dans les textes juridiques, il y a toujours des fois, on cherche une petite bête qui fait que ça... Je ne l'ai pas trouvé encore, elle existe peut-être, mais voilà, je crois que c'était relativement, c'est un texte assez simple, il se lit relativement facilement et assez clair pour que ça passe bien. Vous avez une question là, je crois, oui. Est-ce que l'instrument s'applique à tous les migrants, notamment en France par rapport au Nord-Pas-de-Calais? Bonne question. D'accord, oui, en général, mais le problème, c'est que notamment la facilité Turquie, non. La facilité Turquie, c'est sur les Syriens. Donc c'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs beaucoup de retours. Bon, à nouveau là, je parle de la Grèce. En général, les gros arrivants dans l'Union européenne, c'est les Syriens maintenant en premier. Derrière, c'est les Afghans. Le troisième, c'est les Irakiens. Le reste, c'est vraiment... Je sais pas ce qu'il faut y mettre sur la carte, mais franchement, c'est pas grand-chose en comparaison. Donc ça c'est l'accord Turquie, mais si on considérait qu'il y avait une crise humanitaire majeure en France liée à ça, la France pourrait le demander, ça c'est pas un sujet majeur. Mais à nouveau la crise de Calais et tout ça pour le moment c'est une crise qui est beaucoup plus ancienne, qui n'est pas liée à la crise syrienne, parce qu'on parle essentiellement des Afghans, des Kurdes et compagnie, donc ça a été discuté. Quand on a mis en place l'instrument, on s'est dit, tiens, on va peut-être faire des choses à Calais. Enfin, on était tous déjà un peu excités en disant, ouais, on va pouvoir travailler même à côté pour voir. Mais bon, ça ne s'est pas fait. À nouveau, c'est aussi des là, à nouveau, je vous disais, pour cet instrument-là, il faut qu'il y ait la demande de l'État. Est-ce que la France va aller demander de l'aide humanitaire? Je suis moins sûre, ça je ne sais pas. Les ONG françaises pourraient répondre, mais on est dans on est dans un cadre un petit peu particulier. Et puis bon, il y a des choses qui sont faites en France. Les ONG sont présentes aussi, avec plus ou moins de difficultés, mais rien n'est interdit. Mais pour le moment, voilà, c'est la Grèce. Oui. D'accord. Ma première question était prise en compte. C'était le cas de Calais, où il n'y a pas. Bon, c'est surtout des migrants et puis bon, il y a des atrocités sur ce territoire-là. Mais ma deuxième question, parce que vous avez répondu à ce que vous voulez savoir, ma deuxième question c'était relative à la balance entre un migrant et un réfugié. Comment au niveau de l'ECO, on calcule en fait le poids de quelqu'un qui a fui la misère derrière lui et qui a traversé la mer au risque de mourir, se retrouver dans un pays, et en fait un réfugié. Comment on calcule en fait ces poids-là, comment on choisit en fait quel migrant on doit rapatrier chez lui, et
les réfugiés qui doivent être ramenés. Vous avez presque la réponse à votre question, parce qu'à nouveau, je vous disais tout à l'heure, on parle de ces différences si on parle d'un migrant. Alors, si le migrant arrive en situation irrégulière, à la base, a priori, ils n'ont pas forcément un droit de rester sur le territoire européen. Ça, c'est comme ça. Bon, il y a le principe de non-refoulement pour certaines choses, mais qui normalement s'applique aux situations de plus de conflits et tout ça. Donc, si c'est alors un migrant, quelqu'un qui débarque sur le territoire, il est bien sûr pas un réfugié à la base parce qu'il n'a pas eu le statut qui a été déterminé. Donc, il y a effectivement une procédure qui prend un peu de temps. Je ne sais plus quelle est la moyenne maintenant, mais même en accéléré, je crois que c'est presque 2 mois. Je ne sais pas si j'ai raison, mais ça prend quand même un certain temps pour décider si une personne est potentiellement un réfugié ou non.